Bonjour tout le monde. Un petit live sur les dangers qui reposent sur la tête de nos enfants en France. La France n'est plus un pays sûr pour nos enfants. Le premier danger, c'est Internet. C'est une porte ouverte à tous les risques et à tous les dangers. Il y a aussi la pédophilie. Aujourd'hui en France, il n'est pas rare de voir un pédophile passer au tribunal et prendre 2 à 12 mois de prison, mais avec sursis. Avec les nouvelles lois qui sont sorties, il y a quelques temps de ça, et je crois qu'on doit ça à Madame Chapia, un enfant de 5 ans qui serait abusé par un homme de 40-50 ans serait obligé de justifier qu'il n'était pas consentant lors de l'acte. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Maître Marie Grimaud, qui est une avocate, je crois, parisienne, avait dit à une chaîne télé qu'effectivement, un enfant de 5 ans devait justifier qu'il n'était pas consentant lors de l'acte et qu'on allait acquitter des personnes à cause de ça. Et que dans ces cas-là, on avait un sérieux souci dans la formation de nos magistrats. Je ne pense pas qu'il s'agisse de formation de magistrats le problème. Je pense que le problème est de bien plus haut que ça. Il y a des lois qui sont pendues aujourd'hui et qui font que la France est devenue un Eldorado de la pédophilie. Et aujourd'hui, nos enfants sont plus protégés. On peut estimer qu'une petite fille qu'on habille avec une petite robe, quelque part le juge va lui dire « Mais oui, mais tu as aguiché le monsieur ». Hein, et presque à la traiter de petite salope. Tu as aguiché le monsieur, tu as une petite robe ce jour-là. Je pense que la France, la justice, il n'en existe plus. D'ailleurs, notre garde des Sceaux, avant de devenir ministre de la Justice, était l'un des meilleurs pénalistes de France, le meilleur pénaliste de France après la mort de Maître Vergès, avait dit dans un média « Celui qui croit en la justice ne la connaît pas ». C'est tout vous dire. Un ami de Marseille est venu en Haute-Savoie et en discutant de pédophilie, j'avais dit « Mais il n'y en a pas tant que ça ». Il m'avait dit « Ah ouais, tu crois ça ?» Ben attends. Il s'est branché il s'est connecté sur Internet, sur un site de cul. Et là, bien sûr, on doit justifier de notre majorité. Donc, il a marqué 18 ans. Et j'ai dit, mais toi, déjà, ça peut pas marcher ton truc. Il faut que tu justifies. Il me dit, attends, dans le pseudo, il a marqué le prénom d'une jeune fille, on va dire Véronique, 12 ans. Il avait donc marqué Virginie, 12 ans. Dans la minute où il s'est connecté sur le site, il y avait une quinzaine de mecs de 40-50 ans qui étaient sur son profil, qui lui demandaient où elle habitait, etc. En France, il y a énormément de pédophiles, visiblement. En tout cas, en Haute-Savoie, ben voilà. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils sont plus du tout en sécurité parce qu'il y a des parents comme moi qui veillent. Et je leur souhaite pas qu'on leur tape dessus parce que je crois qu'ils connaîtront jamais le tribunal. Parce que le tribunal, il fait plus leur travail et qu'il faut qu'ils se sentent aujourd'hui en danger, ces gens-là. Et ensuite, il y a la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, tout le monde pense que c'est pour protéger nos enfants. En France, et dans tous les pays industrialisés de notre planète, ouais. En France et dans tous les pays industrialisés de notre planète, les parents dénoncent. La protection de l'enfance, elle n'est plus pour protéger nos enfants. C'est un véritable business dans l'enfant. Des avocats se lèvent et dénoncent. Il y a 60% d'enfants placés abusivement. On n'est plus dans le cadre d'une protection de l'enfance. Quand on parle de placement abusif, on prend des enfants à des parents bienveillants, à des parents aimants, et on les met dans des foyers. Et un enfant a besoin d'une stabilité affective. Il a besoin de ses 2 parents pour se construire, pour recevoir l'amour et l'affection dont il a besoin, et puis l'éducation et tout le reste. On sait que l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, SS, n'y voyez pas là une diffamation en aucun cas. SS veut dire, c'est les initiales de services sociaux, et je me plais à le dire. Donc il ne s'agit pas d'une diffamation. Services sociaux, SS. Ces gens-là, aujourd'hui, construisent des dossiers avec des faux en écriture publique. Et si on dépose plainte, le procureur ira d'un revers du coude ça, il le mettra dans le panier qui est à côté de son bureau en bas. Et l'ASE est couvert par nos magistrats, par notre justice française, pour placer les enfants abusivement. Et aujourd'hui, notre justice, elle n'existe plus.
D'ailleurs, il y a un truc qui me choque quand je vais au tribunal. Je me vois écrit tribunal des enfants. Pour moi, ça me fait vomir ce truc-là. Un enfant, j'ai l'impression que quand je rentre dans un tribunal pour enfants, j'ai l'impression qu'il y a des assises pour les enfants. Comment on peut faire un tribunal pour enfants, un tribunal pour des innocents? Rien que le terme me fait vomir. On devrait plutôt parler de justice pour les enfants. Moi, ça m'arrangerait mieux, enfin, ça me plairait beaucoup plus de rentrer dans un tribunal et de voir justice pour les enfants. Parce que les enfants ont besoin d'une justice, ils n'ont pas besoin d'un tribunal, ils sont innocents. Euh, Quelque chose qui se passe mal en France. On parle beaucoup de retraite, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle beaucoup mais de nos enfants, de la protection de l'enfance et de la pédophilie, etc., etc., on en parle peu. Et comme je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, il n'y a pas plus belle cause et plus noble cause que la cause de l'enfance. Et il n'y a pas pire crime que le mal qu'on peut faire à un enfant. Et puis il y a les vaccins. Les vaccins, tout le monde dans notre éducation, majeur est vacciné, je le dis à toutes les vidéos. Il y en a qui vont dire je me répète. Mais la télé aussi se répète, vous ne leur reprochez pas, ils vous font un lavage de cerveau. Les vaccins, il y avait 3 vaccins obligatoires à l'époque, 3 valences obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. Et puis le diphtérie, tétanos, polio, ils l'ont enlevé parce que soi-disant il y a eu un problème avec ce vaccin. Alors qu'on a vacciné les enfants pendant de nombreuses générations. Il y a un problème avec ce vaccin, on le retire du marché. Et GSK qui a pris le monopole de ce vaccin en créant des nouveaux brevets. Et je vous invite à regarder les vidéos de l'ancien directeur GSK France, secteur vaccination, qui s'appelait, ça me vient plus, Stéphane, Jean-Stéphane, S-T-E-F-E-N. Il y avait eu une émission télé sur France 2 où on voyait une vidéo de lui qui expliquait comment il avait réussi à faire un brevet général de tous les vaccins en créant une multiple valence, un hexavalent qui s'appelle Informix Hexa, dans lequel on retrouve diphtérie, tétanos, polio, 2 autres valences, je ne me souviens plus desquelles, et l'hépatite B. On fait l'hépatite B à un enfant de 2 mois, comme si, parce que l'hépatite B se transmet par voie sexuelle. Donc comme si le bébé de 2 mois allait faire des partouzes ou s'il allait faire une intervention chirurgicale, parce qu'on peut le transmettre aussi par le sang. Et à un moment, il faut arrêter le délire. À 2 mois, il y a de nombreux professeurs de médecine qui l'ont dit à la télé, à 2 mois, un enfant de 2 mois, son système immunitaire n'est pas fini. Et le vacciner à 2 mois, ça correspond à lui mettre un coup de pied au cul et lui dire « vas-y, marche ». Ben, il ne marchera pas le bébé. Il a 2 mois, il ne marche pas à 2 mois le bébé. Et bien, le système immunitaire, c'est pareil. On leur envoie des virus atténués, affaiblis ou actifs, comme celui de la rougeole par exemple, qui est un virus actif, et on espère que ça puisse marcher. En France, nous avons un gros problème de mort subite du nourrisson. Et les médecins vous diront c'est la fatalité. Au Japon, ils ont retardé la primo-vaccination à 18 mois. Et ils se sont débarrassés de la mort subite du nourrisson. Moi, je ne vois pas une fatalité, je ne vois pas une coïncidence. J'y vois les vaccins. Et les vaccins ont été inculqués dans notre éducation. On dit majeur est vacciné, on nous a appris Louis Pasteur à l'école. Donc oui, ça fait partie de notre éducation, les vaccins. Et on ne réfléchit pas, on se fait vacciner, on vaccine nos enfants. Mais seulement, on vous cache les victimes. Les victimes, aujourd'hui, ne sont pas reconnues. Le professeur Dominique Floré, qui est le président du comité technique de la vaccination, qui était un ancien urgentiste au service d'urgence pédiatrique de Lyon, le disait dans un magazine des hautes autorités de la santé que j'ai acheté, qui m'a été facturé par Matignon et qui m'a coûté 15 euros le truc. Dans lequel le professeur Dominique Fleury, donc président du comité technique de la vaccination, reconnaissait que seulement 1 à 10% des victimes étaient reconnues. C'est vous dire que les chiffres qu'on vous annonce quand il y a un soi-disant un risque sont complètement biaisés. D'ailleurs, quand vous avez un enfant qui est victime de la vaccination, déjà les médecins vont essayer de vous dissuader à porter plainte, à faire un dossier de pharmacovigilance. Ils vont vous dire que c'est la coïncidence, que c'est surtout pas le vaccin, que le vaccin c'est complètement anodin, qu'il y a une innocuité totale sur les vaccins. C'est complètement faux. Quand vous regardez la notice, je le dis, je le répète, et tant mieux c'est des répétitions, ça vous permet de mieux comprendre les choses. Quand vous regardez la notice d'un vaccin, la composition, il n'y a pas un produit qui n'est pas toxique à la santé. Neurotoxique, névrotoxique, cancérigène, et j'en passe et des meilleurs, les métaux lourds, etc., etc. 2 associations ont fait faire des analyses en Italie et en Allemagne. Et dans ces analyses, on a retrouvé des choses qui n'existent pas dans la notice, dans la composition. Des nanoparticules métalliques, de métaux lourds,
extrêmement dangereuses pour notre santé et pour la santé de vos enfants. Ensuite, il y a le Cardazil. Le Cardazil qui est censé protéger du cancer du col de l'utérus et du papillomavirus. Et ce vaccin a fait de nombreuses victimes. Là aussi, on vous en parle très peu, on vous en parle pas du tout. Mais de nombreuses jeunes femmes, des adolescentes, ont eu des problèmes d'handicap, ont vu leur vie basculer complètement, si elles ne sont pas mortes, leur vie basculer, alors qu'elles étaient en bonne santé. Elles ont sombré dans le handicap. Là, c'est délicat pour les médecins de dire que ce n'est pas le virus. Parce que l'enfant, il a parlé, marché, il a couru, il a fait ses études. Elle avait 14, elle avait 15 ans, elle avait 16 ans. Donc, ils ne peuvent plus dire que c'est la fatalité. Et là, ils sont très ennuyés. Et effectivement, il y a de nombreuses victimes du vaccin du Cardazil, qui protège du papillomavirus. C'est une maladie sexuellement transmissible. Ok. Et aujourd'hui, ils voudraient vacciner les garçons aussi du papillomavirus. Contre le papillomavirus, qui est, je rappelle, qui est la cause du cancer du col de l'utérus. Chez les garçons, j'ignorais que ça existait chez moi. Le préservatif suffit à protéger de nombreuses maladies sexuellement transmissibles, dont le papillomavirus. Il n'y a pas besoin de faire vacciner vos enfants. Concernant le Covid-19, comme vous l'avez vu, il y a un grand nombre de médecins qui se sont plaints qu'en France, on interdit de soigner les patients. Et on cause beaucoup de morts. Encore dernièrement, le professeur Raoult qui a contacté Sanofi Pasteur pour pouvoir recevoir de la chloroquine. On lui a demandé d'attendre. Et en attendant, il y avait un certain nombre de morts. Est-ce que c'est à cause du Covid-19 ? Non. Non. Parce que simplement pour une gastro, si on interdit de soigner si on interdit aux médecins de soigner, les bébés ils vont mourir. Ils vont mourir de déshydratation, ils vont mourir pour de nombreuses raisons, mais ils vont mourir d'une simple gastro. Et dès lors qu'on interdit aux médecins de soigner, il risque d'y avoir des risques sévères. Les vaccins ne sont pas si bons que ça pour la santé et ils n'ont jamais été responsables de la disparition d'aucune maladie. Aucune. Il y en a qui vont me dire la polio, c'est faux. Il y en a qui vont me dire la variole, c'est faux. Et puis il y a de nombreuses maladies qui ont disparu sans aucun vaccin. La peste, le choléra par exemple. Ou de nombreuses comme l'a dit le professeur Raoult, de nombreuses maladies infectieuses, respiratoires, qui ont disparu comme ça, sans vaccin. Elles sont venues, elles sont reparties aussitôt. La grippe espagnole a causé de nombreux morts, mais on n'a pas fait de vaccin contre la grippe espagnole, et la grippe espagnole a disparu. La peste et le choléra, je vous l'ai cité. On peut se demander aujourd'hui l'utilité réellement des vaccins. Alors il y a ceux qui sont convaincus, qui se disent que tout ce qu'on dit à la télé est vrai, alors que vous savez que la télé vous ment depuis une éternité, et que le gouvernement ment. Et oui, et on le sait, mais on se plaît à y croire et on se plaît à les écouter alors qu'on les rejette et qu'on les critique. J'arrive pas à comprendre le bon sens des Français aujourd'hui. Soit on apprécie un gouvernement et dans ces cas-là on boit ses paroles parce qu'on l'aime, parce qu'on pense qu'il est bienveillant. Soit on le critique, mais dans ces cas-là, on arrête de les croire et on fait l'inverse de ce qu'ils nous disent parce que il n'y a pas de sens dans leur politique de la santé. Là. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, ils autorisent sur le marché des produits hautement cancérigènes dans notre alimentation, des produits dangereux et toxiques pour notre santé, contraires à notre santé, comme les jeux OGM, etc., qui sont la cause d'un cancer, de nombreux cancers chez les rats aujourd'hui dans les laboratoires. Mais si c'est une source de cancer chez les rats, c'est quelque part chez nous aussi, c'est une source de cancer. Alors, en ce moment, c'est en étude dans les laboratoires. Donc des gens qui veulent être bienveillants à notre santé, qui autorisent des produits toxiques et cancérigènes à notre santé, et qui après nous disent mettez les masques, faites-vous vacciner, moi je leur trouve aucun crédit à ces gens-là. Il y a un moment où il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on se demande pourquoi, et je vous invite à regarder certaines vidéos de professeurs en médecine qui parlent des vaccins. Pour le Covid-19, c'est pareil. Normalement, il faut 5, 8 ou 10 ans pour créer un vaccin à peu près sûr, parce qu'il y a toujours des effets secondaires et des effets secondaires graves, et on vous cache les victimes, je vous le disais tout à l'heure. Le Covid-19, ils ont mis 1 an pour faire un vaccin. Et tout le monde trouve ça normal, il y a certaines personnes qui attendent le vaccin pour se faire vacciner. J'espère que les Français seront aussi intelligents qu'avec le H1N1, où Bachelot nous avait dit, il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, allez vite vous faire vacciner. Et elle s'est assise sur son soc. J'ose espérer que les Français diront pour le Covid-19 la même chose, allez vous faire voir. Nous, on est en bonne santé et on n'a pas besoin de se faire vacciner. Il faut savoir que les vaccins, c'est déjà des produits standards faits pour des individus différents, donc ça ne peut pas coller. Mais aussi, les vaccins proviennent de l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique répond des lois impitoyables du marché et des règles impitoyables du marché.
Et de ce fait, elles ne peuvent pas répondre à un intérêt de santé publique. Ce n'est pas possible. Dès lors qu'on pense aux bénéfices, aux chiffres d'affaires, à la rentabilité et aux actionnaires, on ne peut pas penser santé publique. C'est un en cas compatible. Soit on fait un bon produit, et dans ces cas-là, on analyse la situation, toutes les possibles, enfin, on analyse tout pour qu'il soit justement qu'il ait une inéquité la plus totale. Soit on pense au chiffre d'affaires, et dans ces cas-là, effectivement, on va plutôt que de mettre du calcium comme c'était fait avant dans le diphtérie, tétanos, polio comme additif pour qu'on puisse recevoir l'injection correctement, pour que le vaccin soit efficace. On ne remplace pas par l'aluminium par exemple parce que c'est plus rentable. Et l'aluminium, nous le savons, est toxique à notre santé. L'aluminium, on le rencontre dans notre quotidien, dans l'eau. Il sert à clarifier l'eau du robinet. On le rencontre aussi dans tous les produits de beauté. On le rencontre dans les déodorants. On le rencontre dans de nombreux produits cosmétiques. On le rencontre aussi dans l'alimentation. On le rencontre de partout. Et il est hautement toxique à notre santé. Tout ça, ça n'a pas de sens. La santé... déjà une santé publique bienveillante voudrait qu'on apprenne déjà à vivre en bonne santé et non pas à se soigner une fois qu'on est malade. Et apprendre à vivre en bonne santé, c'est avoir une bonne hygiène de vie, c'est avoir une bonne alimentation, je le répète à chaque fois, mais seulement c'est la base de notre santé. C'est comme ça qu'on est en bonne santé. Aujourd'hui, ces gens-là se plaisent à vendre du médicament. Il y a derrière une industrie qui est extrêmement lucrative. Le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique, c'est 1000 milliards à l'année. Ils sont très peu à partager le marché. Il y a GSK, il y a Pfizer, il y a Sanofi Pasteur, il y a Novartis pour la Suisse. Mais il y a très peu de grands groupes pharmaceutiques qui exercent aujourd'hui dans le monde. La chose est extrêmement grave. Nous sommes gérés par le marché, par l'industrie, par les multinationales. Ce ne sont plus les politiques qui décident, ce sont eux qui décident. Quand bien même ils voudraient décider, les politiques les achètent. On appelle ça le lobby. À l'époque, le lobby était quelque chose de caché, quelque chose de secret. C'était un petit peu comme la franc-maçonnerie, on n'en parle pas. Et aujourd'hui, les lobbies, à pignon sur rue, il y a des bureaux à Paris, proches du Parlement, etc., qui sont ouverts. Ils ont pignon sur rue. Et ce sont des boutiques de lobbying. Et ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, la mafia, porte ouverte sur toutes les fenêtres. et aujourd'hui, on ne pense plus à notre santé. On pense au business. Et aujourd'hui, on nous tue à petit feu. Et on tue nos enfants. Il y a grand nombre d'enfants, et j'en ai rencontré beaucoup en France, grand nombre d'enfants qui sont handicapés, qui sont décédés à cause des vaccins, ou qui ont des maladies auto-immunes, des scléroses en plaques, même des adultes, des infirmières qui ont déposé, il y a quelques années de ça, il y a une infirmière au tribunal qui a remporté 2 millions d'euros parce qu'elle avait la sclérose en plaques, vaccinée contre l'hépatite B, un vaccin qu'on oblige aux soignants. Tout ça n'a pas de sens. Tout ça n'a pas de sens. Alors il y a un grand nombre de médecins qui m'ont dit oui, mais c'est les tribunaux qui ont dit que le vaccin était dangereux et qui ont donné une indemnité, qui ont déclaré que c'était le vaccin. Non, un juge il n'y comprend rien en médecine. Donc pour pouvoir analyser la situation de la soi-disant victime, eh bien ils vont mandater une collégiale de 3 experts. 3 experts qui ont chacun une discipline différente. Donc il y a un qui va être spécialisé qui va être docteur en pharmacie par exemple, l'autre qui va être épidémiologiste, je dis des bêtises mais voilà, et l'autre qui va être médecin, qui va faire de la médecine générale. Et ces gens-là vont se réunir, vont étudier le dossier, vont consulter la victime et vont établir la causalité. Et bien souvent, comme ils sont médecins qui n'ont pas le droit de dire du mal d'un vaccin, ils vont mettre causalité douteuse. Le seul truc, c'est que le tribunal les mandate pour estimer la causalité. S'il y a une causalité vaccinale, eh bien ils le disent. S'il n'y a pas de causalité, il faut qu'ils disent pourquoi. Et s'il y a un doute, il faut qu'ils disent pourquoi le doute. Quand ils disent causalité douteuse et qu'ils ne mettent pas pourquoi le doute, c'est que quelque part, ils se sont protégés, mais ils reconnaissent la causalité du vaccin. Mais seulement l'ordre des médecins, s'ils disent que c'est les vaccins, l'ordre des médecins leur tombe dessus et leur interdit d'exercer. Bien souvent ils dites pourquoi le doute, et pourtant ils devraient dire il y a quelque chose qui a fait, il y a quelque chose qui a intervenu et qui fait qu'on peut se pencher sur, on peut se poser la question, est-ce que c'est réellement le vaccin ou est-ce que c'est cette maladie qui a intervenu, ce problème de santé ou cette traumatologie qui a causé le handicap. Ils ne le font pas. Pour vous rappeler un petit peu l'effet de risque que peut prendre un médecin, le professeur Joyeux,
qui a fait la fierté de la médecine française, un grand professeur en cancérologie et un très bon nutritionniste. Je vous invite à regarder ses vidéos sur YouTube où il parle de la nutrition, il en parle extraordinairement bien. Un cancérologue se doit aussi d'être nutritionniste parce que le cancer, eh bien, on peut le maîtriser grâce à l'alimentation. Il faut savoir que par exemple le sucre nourrit le cancer. Le sucre n'est pas bon pour notre santé, hein, vous le savez. Le gras, autant on vous a menti sur le gras et sur le cholestérol. Le gras est notre meilleur allié. C'est pas vrai quand on vous dit qu'il faut du bon gras, bien évidemment. Mais le gras est notre meilleur allié, on en a besoin pour notre santé. Le cholestérol, ça n'existe pas, c'est totalement faux. On vous a vendu pendant des années des médicaments contre le cholestérol. Et des professeurs en médecine ont révélé la supercherie il y a quelques temps de ça, il y a 5 ans peut-être. Le professeur Joyeux, à la télé, avait dit que l'infanrix hexa, donc ce fameux hexavalent qui remplace le diphtérie tétanos polio, mais dans le France, avait dit que l'infanrix hexa était hyper dangereux pour la santé, que c'était pas normal qu'on injecte 6 virus à la fois dans le corps d'un enfant de 2 mois. En expliquant justement ce que je vous expliquais, que ça consistait à lui mettre un coup de pied au cul en lui disant vas-y marche, ce n'est pas possible. Bien sûr, Madame MST, Marisol Touraine, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu de la vaccination, MST. Madame MST lui était tombée dessus, lui avait déclaré la guerre et avait saisi l'ordre des médecins. Alors l'ordre des médecins, bien sûr, on a essayé de lui enlever son droit d'exercer. Alors le monsieur a dépassé les 80 ans, il était toujours à l'hôpital de Montpellier, mais c'était pour l'image de l'hôpital de Montpellier, il n'opérait plus. Il continue à consulter parce que c'est un grand médecin. Et l'ordre des médecins lui est tombé dessus et en sortant de l'ordre des médecins, il avait expliqué c'est moi qui leur ai appris le métier. Je suis le professeur, ce sont les élèves. Ils ne vont pas m'apprendre à moi le métier. Donc effectivement, il est sorti, ils n'ont pas réussi à avoir raison de lui. Ils n'ont pas réussi à lui enlever son droit d'exercer. Il est ressorti avec sa fierté. Mais ceci dit, ils ont essayé. Aujourd'hui, un médecin qui ose parler de vaccin, eh bien, il se verra traduit devant l'ordre des médecins. C'est scandaleux. Un médecin aujourd'hui n'a plus le droit de penser, il n'a pas le droit de soigner comme il veut, il n'a même plus le droit de dire ce qu'il a à dire et ce qu'il estime être vrai. Un médecin est muselé, comme nous tous aujourd'hui. Il est muselé et la liberté d'expression chez les médecins, elle n'existe pas. Mon enfant est devenu handicapé, vous le savez, devenu handicapé à cause des vaccins. Et là aussi, les experts se sont penchés 2 fois sur le sujet. Et ils ont marqué causalité douteuse. Sauf qu'ils n'ont pas rempli leur devoir, comme je vous l'ai expliqué. Ils n'ont pas dit pourquoi le doute. Et là, mon avocat se frotte les mains parce que la partie est gagnée. Ces gens-là, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus où je voulais en venir avec mon enfant, mais ça a peu d'importance. On a subi un véritable enfer, nous les parents. Les médecins nous sont tombés dessus, ils ont essayé de nous dire qu'il ne fallait pas porter plainte, parce que c'était une victime de plus, et c'est pas bon pour le bénéfice-risque. Si les chiffres sont biaisés, bien, effectivement le bénéfice-risque, si on dit la vérité, si on révèle les victimes, le nombre de victimes réelles, si on en parle, ben le bénéfice-risque il passe de l'autre côté, ce n'est plus en faveur des vaccins, c'est en faveur de la santé des enfants et on arrête de vacciner. C'est en cachant les victimes qu'ils arrivent à dire le bénéfice-risque est important et il faut vacciner vos enfants. Et quoi vous redire d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, mais voilà, je voulais parler des dangers qui se reposent sur nos enfants aujourd'hui en France. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont convaincus, les vaccins c'est bien pour notre santé, il faut continuer à vacciner. C'est totalement faux. Je vous invite à regarder les notices. Vous tapez simplement sur Google notice, vous allez tomber sur le Vidal en ligne ou sur Doctissimo. Vous regardez la notice du Priorix, qui est le ROR, rouge l'Orient rubéole. Vous tapez Infanrix hexa, vous tapez Prévenard 13 et vous aurez vous tapez notice, effets secondaires. Et vous aurez la composition et les effets secondaires de ces vaccins qu'on injecte aux nourrissons de 2 mois. Et une fois que vous tombez sur la composition, prenez chaque terme, vous les balancez sur Google pour voir ce que c'est. Et je vous promets qu'à partir de là, vous ne vaccinerez plus vos enfants. On n'injecte que des poisons à vos enfants. Dans le Cardazil, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a la même molécule que dans la Morora. Si, je vous assure. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les virus sont... pour cultiver un virus, on est obligé d'utiliser une souche vivante. Donc on utilisait à une époque pour le diphtérie tétanos polio le rein de singe. On utilise la bile de bœuf, on utilise l'embryon de poule, l'œuf. Mais on ne fait pas de test à l'enfant pour savoir s'il est allergique à l'œuf.
Donc finalement, il peut faire une dème de quid. Et on utilise aussi, tenez-vous bien, le fœtus humain. Les avortons, vous savez quand une femme avorte, eh bien on utilise ça pour cultiver des virus. Ce qui fait qu'on injecte à votre enfant un ADN différent du sien, qui est aussi très dangereux pour la santé. C'est pas à vomir qu'on utilise des embryons humains pour cultiver des virus. On marche sur la tête. On marche complètement sur la tête. Et je vous invite à regarder les notices des vaccins et de regarder les effets secondaires. Il faut savoir que dans les effets secondaires, ils ne sont pas tous dans la notice. J'ai en ma possession, et je peux le faire tourner à ceux qui me le demandent. Alors c'est tout en anglais, il y a 1200 pages. Un dossier confidentiel des laboratoires GSK, et c'est pas du fake news. C'est un dossier confidentiel qui a tourné pas mal sur internet, donc il est plus confidentiel du tout, dans lequel il y a plus de 900 effets secondaires qui ne sont pas dans la notice. C'est vous dire à quel point les dossiers sont dangereux, qui se voilent la face en marquant pas dans la notice tous les effets secondaires. Déjà c'est une faute, c'est quasiment criminel de ne pas marquer tous les risques dans une notice. Ben oui, il y a un dossier confidentiel qui représente 900 effets secondaires, 1200 pages écrites tout en anglais. Je crois qu'une association avait fait traduire quelques pages. C'est juste monstrueux. Je vous invite aussi à aller sur les sites comme la Ligue de la liberté de vaccination ou alors initiativecitoyenne.be ou Alice, A-L-I-S il me semble. Ce sont des associations qui sont très bien documentées sur les vaccins. Ils ne font pas dans le fake news. Ils tiennent à rester crédibles. Donc ils ont pas mal de documents de recherche scientifique, ils ont pas mal de témoignages de médecins, de professeurs en médecine, ils ont pas mal de dossiers confidentiels des laboratoires, ils ont pas mal de témoignages de parents d'enfants handicapés ou de personnes adultes handicapées. Je vous invite à aller sur les sites, c'est extrêmement intéressant et à creuser. Si vous avez des enfants, aimez vos enfants et demandez-vous ce qu'on va faire, ce qu'on injecte à vos enfants ou ce qu'on leur prescrit. On n'est plus dans la réalité de protéger vos enfants. D'ailleurs à ce sujet, vous vous demandez pourquoi ils vaccinent. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme intérêt à vacciner les médecins? Il faut savoir qu'un pédiatre, les vaccins c'est 30% de son chiffre d'affaires. Et si vous tapez sur Google ROSP Amélie, Amélie c'est pas un fake news, hein, c'est un site gouvernemental qui représente le site de la CPAM, de notre chère sécurité sociale. Caisse d'allocation maladie. Moi je préférerais une caisse d'allocation santé, bonne santé. Si vous tapez ROSP Amélie, vous allez tomber sur une page. ROSP ça veut dire rémunération objectif santé publique. Et là vous tomberez sur toutes les primes que reçoit votre médecin pour vacciner. Au moins vous comprendrez pourquoi ils ont autant d'intérêt à vacciner. Vaccin contre la grippe, c'est un vaccin, de nombreux professeurs en médecine le reconnaissent. C'est un vaccin qui ne protège en rien contre la grippe. Pourquoi? Parce que la nature a toujours un an d'avance. Pour faire un vaccin, il faut le virus. Sauf que le virus de la grippe, il est mutant. Tous les ans, il change. Et on vous vaccine avec le vaccin de l'année dernière. Alors j'entends des conneries monstrueuses de la part des vaccins. Il y a des gens qui disent « Moi j'ai été vacciné, je comprends pas, j'ai attrapé la grippe ». Il y a les médecins qui vous disent « Mais si vous aviez été vacciné, les symptômes auraient été 2 fois plus importants. » Mon cul, ils ont l'imagination fertile, ces gens-là. C'est juste faux. Le vaccin, il ne vous protège pas et vous attrapez quand même la grippe parce qu'on vous a vacciné avec le virus de l'année dernière. Il n'est plus à la mode, il est obsolète. La nature a un an d'avance. On ne peut pas vous protéger. Et c'est la même chose avec le Covid-19. On pense déjà à la 3e vague et on est déjà au Covid-21. Le 19, il est déjà obsolète. Sauf que les recherches sur le vaccin, elles ont été faites, elles sont en cours, mais avec le Covid-19. Et ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. D'autant plus que je vous invite à aller regarder les vidéos du professeur Raoult qui le disait. Vacciner contre une maladie non immunisante, c'est plus que débile. Il le disait pas comme ça, mais il le disait à peu près comme ça. Débile, c'est moi. C'est mon mot à moi. Lui, il a utilisé d'autres termes. Mais c'est complètement débile. Parce qu'on ne vaccine pas contre une maladie non immunisante. On ne peut pas immuniser avec un vaccin contre une maladie non immunisante. Ça n'a pas de sens. Il faut la maladie soit immunisante pour qu'on puisse... si on veut vacciner contre... la rougeole, à la limite, la rougeole, vous l'attrapez une fois quand vous étiez enfant. À l'époque, dans les années 70-80, c'était des maladies infantiles, comme des oreillons. Et quand il y avait un enfant dans la famille ou parmi le voisinage qui avait la rougeole ou les oreillons, on faisait des oreillons partis, des rougeoles partis pour que tous les enfants l'attrapent. Et puis après, on était débarrassé à vie, on avait les anticorps à vie. Aujourd'hui, on veut vous vacciner de force contre les oreillons et la rougeole, ça n'a pas de sens. La rougeole, les oreillons peuvent être dangereux à l'adolescence, surtout les oreillons.
À l'adolescence, ça peut créer l'impuissance, l'infertilité chez l'homme, ça peut créer pas mal de problèmes. Mais à partir de l'adolescence, laissons les enfants attraper la rougeole et les orions naturellement. À l'époque, ça faisait pas de mort, c'était une maladie infantile, tout ce qu'il y avait de plus normal. On invitait les enfants à la faire, cette rougeole et ces orions, pour être débarrassés. Ça devient dangereux adulte, uniquement. La Suisse, j'ai travaillé dans 2 hôpitaux en Suisse, qui appartiennent aux UG, hôpitaux universitaires de Genève. Il y avait l'hôpital cantonal et l'hôpital Beauregard, Beau-Séjour. L'hôpital Beau-Séjour. Les médecins que j'ai rencontrés en Suisse me disaient ouvertement, nous on ne fait pas vacciner nos enfants, mais eux ils n'ont pas d'ordre des médecins en Suisse. Ils ont un syndicat de la médecine qui protège leur profession, mais ils n'ont pas des gens qui leur emmerdent en disant attention, si tu dis quelque chose qui n'est pas bien, je te tombe sur le dos et tu seras puni. Là ils n'ont pas ça en Suisse. Ils peuvent exercer leur profession librement et dire ce qu'ils pensent. Ce sont des professionnels qui ne sont pas muselés, ils ont une liberté de penser. En France, quand mon enfant est tombé malade à cause des vaccins, qu'il est devenu handicapé, entre 2 portes, il y a des médecins qui me disaient, qui me chuchotaient à l'oreille, monsieur Nobilly, vous avez raison, c'est bien les vaccins qui ont fait ça à votre enfant, il n'y a rien d'autre. Et je leur disais, mais putain, signez-moi un papier, signez-moi une attestation, faites la reconnaissance à l'écrit. Monsieur Nobilly, je ne peux pas faire ça. Je dois me protéger moi. J'ai pas envie de perdre ma profession. Ces gens-là sont menacés, ils ont peur de vous dire la vérité. Les médecins, il faut qu'on les soutienne. Il faudrait qu'on porte plainte tous contre l'ordre des médecins, qui est une véritable mafia aujourd'hui. Voilà, faites attention à vos enfants, les amis. Internet, c'est recommandé par les ophtalmos. Les écrans, pas plus de 45 minutes par jour, ça abîme les yeux. Que ce soit la télé, le téléphone portable ou l'ordinateur. Internet, c'est porte ouverte à tous les dangers. Les pédophiles, faites attention, surveillez vos enfants, parce que les pédophiles aujourd'hui, notre pays est devenu, c'est pas moi qui le dis, c'est quelques personnalités françaises et quelques avocats qui disent qu'aujourd'hui la France est devenue l'Eldorado des pédophiles. Et c'est dur à croire hein, dans notre cher pays France, mais on en est là aujourd'hui. Et comme je vous disais, un enfant de 5 ans de justifier qu'il n'était pas consentant lors de l'acte quand il est abusé sexuellement, c'est immonde. C'est immonde. Les magistrats, ils mériteraient la peine de mort pour ce qu'ils font. C'est inacceptable de passer une justice comme ça. D'ailleurs, Michel Hamas, un avocat de Marseille qui dénonce l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, les abus et les défaillances de la protection de l'enfance, le disait dans une vidéo, les juges ne rendent pas justice, ils la gardent. C'est vous dire à quel point notre justice aujourd'hui, elle ne vaut plus rien. Il y a Mediapart qui disait que le gouvernement et la justice française étaient l'une des plus corrompues au monde, d'Europe. Michel Hamas disait que les juges des enfants, ça se passe à huis clos. Et des parents ont beaucoup moins de droits qu'un assassin, qu'un criminel. Et effectivement, aux assises ou en correctionnel, eh bien, c'est une audience publique. Vous avez le droit, n'importe qui a le droit de rentrer pour regarder, pour écouter, pour observer comment se passe un tribunal. Donc un juge ne fait pas la loi en assises et en correctionnel. Il est obligé d'appliquer la loi à la lettre parce qu'il y a des témoins. Le JAF et le JDE, le juge des enfants, c'est à huis clos. C'est soi-disant pour protéger la vie privée de l'enfant. Non, non, pas du tout. C'est fait pour protéger le juge qui fait la loi, il a des faits à sa volonté, à lui. Il fait ce qu'il veut. Un juge des enfants vous dira ouvertement, si un jour vous avez affaire à lui, je n'ai pas lu les pièces apportées au débat. Il a sous le coude un dossier d'une vingtaine de pages. C'est marqué ASE dessus, c'est l'aide sociale à l'enfance. Et il a lu que ça. Il n'a pas lu les pièces que vous lui avez envoyées. Ce qui veut dire qu'il ne respecte pas le contradictoire. Et ça, c'est pas notre justice française. La justice doit être accessible à tous et la justice, elle doit être équitable. Et si on envoie des pièces jointes à un juge, il est payé 5000 balles par mois. Et il se doit de les lire. Il est payé pour ça. Et il les lise plus. Ils s'en foutent complètement de ce que vous avez à dire, de la défense que vous avez apportée ou de l'attaque que vous avez apportée contre l'aide sociale à l'enfance, qui sont des véritables pédocriminels. Et je pèse mes mots, hein, je prends sur moi toute la responsabilité de ce que je dis. Colère du Rue n'est absolument pas responsable. Je m'appelle Lionel Nobilly et je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable forcément de ce que vous comprenez, mais je suis responsable de ce que je dis. Et j'en porte toute la responsabilité, c'est pas Colère de Rue qui est responsable. Aujourd'hui, les juges des enfants et l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance dans ses globalités, qui est formée par ce que je viens de dire,
ce sont des pédocriminels. C'est l'un des dossiers de pédocriminalité les plus importants que notre pays, que notre chère France n'ait jamais connu, et voire même que notre planète n'ait jamais connu, parce que ça se passe dans tous les pays industrialisés. Même la Suisse, qui est un pays indépendant, que je pensais être protégé de tout ce qui peut arriver en France, et bien même la Suisse le dénonce. Et le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, le Canada de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis le dénoncent. Et le pire, c'est qu'ils ont tous les mêmes procédés. Ils utilisent des fonds en écriture publique pour réinventer l'histoire des parents et faire en sorte que l'enfant soit placé alors qu'on n'a rien à reprocher aux parents. Ils utilisent le chantage, la pression. Ils vous traitent comme des sous-merdes. Et ils vous font croire, même s'ils n'ont rien à vous reprocher, que vous êtes responsable. Mais responsable de quoi? Et là, ils vous répondent mais allons, mais allons, mais allons. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à répondre. Mais ils le prennent de haut, mais allons, mais allons. Et mais allons, ça veut tout dire. Et là, vous essayez de comprendre, mais qu'est-ce que j'ai commis comme faute? L'autorité parentale est un texte qui est très bien écrit. Et même si vous le respectez à la lettre et qu'on n'a rien à vous reprocher, ils vont passer un rouleau de compresseur sur vous. Et ça, mon avocate me l'avait dit. La justice, c'est un rouleau compresseur. Elle n'est pas là pour vous protéger, c'est un rouleau compresseur. Et il vous écrase. Il vous écrase comme une merde. La justice, celui qui y croit, ne la connaît pas. Et maître Michel Hamas, j'adore cette phrase, les juges ne rendent pas justice, ils la gardent. Voilà notre chère justice française et voilà comment sont protégés nos enfants en France. Aujourd'hui, c'est très très grave. Et on doit faire quelque chose pour nos enfants. L'ASE, elle est dans toutes les plus grandes villes de France, elle est de partout, l'aide sociale à l'enfance. C'est le conseil départemental qui gère ça. À la tête, il y a le président du conseil départemental. Et on se doit aujourd'hui de klaxonner, de siffler, peut-être même de cracher sur le trottoir devant leur établissement. On doit faire quelque chose pour leur dire à ces gens-là que maintenant on sait, que la France, la France tout entière le sait, et que ces gens-là, eh bien, il ne faut plus qu'ils se sentent en sécurité. Je ne dis pas de les agresser, je n'insiste pas à la violence, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils sont pointés du doigt et qu'ils n'ont plus le droit d'agir comme ça, qu'on se doit de protéger nos enfants. Quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre religion, on est tous concernés par ça. Il faut que ça stoppe. Il faut que ça stoppe, il faut que nos enfants soient protégés. Et les pédophiles, il ne faut pas qu'on leur laisse le champ libre. Il faut qu'on leur fasse comprendre que sur Internet, derrière chaque enfant, il y a peut-être un adulte qui se cache et que il risque de se faire attraper et il risque de manger grave. Dernièrement, j'ai vu un article de presse où un homme de je ne sais plus combien, 40, 50 ans, était dans les toilettes publiques et il guettait un adolescent de 16 ans. Seulement dehors, il y avait des papas qui ont repéré le manège, ils l'ont massacré. Moi j'adore cette justice-là. Si la justice française ne veut plus faire de la justice, c'est à nous parents de la faire. Et ces gens-là, ils doivent se sentir menacés, ils doivent se sentir à n'importe quel coin de rue, qu'il y a une menace qui pèse sur eux, ils doivent avoir peur d'agir. Et dans ces cas-là, on les fera reculer, peut-être qu'ils violeront moins d'enfants. Et les magistrats, c'est pareil. Il faut qu'on leur fasse comprendre que on est là, on est français, on est un pays. Si on leur donne autant d'argent pour qu'ils rendent la justice, eh bien, ils ne se doivent pas de la garder. Ils se doivent de la rendre réellement et de protéger nos enfants et de condamner ces gens-là et de les condamner gravement. Parce que la pédophilie, c'est pas un simple délit. Aujourd'hui, si vous voulez une tranche de jambon dans un magasin pour nourrir vos enfants parce que vous n'avez pas les moyens, vous risquez 6 mois de prison ferme. Un pédophile, il prendra entre 2 et 12 mois de prison, mais avec sursis. Il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc que je ne comprends pas. Il faut que la justice soit rendue. Et il faut qu'on les impose de rendre la justice. Ces gens-là sont payés 5000 balles par mois pour rien foutre. Pour rien foutre. Et ça, c'est inacceptable. Ce sont aussi des pédocriminels. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, aux informations, un juge pour enfants de Dijon, avec sa femme, qui est aussi juge. Je crois qu'elle est JAF, elle, juge d'affaires familiales, je ne suis pas sûr. Mais je sais qu'elle est vice-présidente du tribunal de Dijon. Tous les deux sont libertins. Jusque-là, il n'y a pas de crime, hein, grand bien leur face. Quand ça se passe entre adultes consentants, c'est open bar, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas à critiquer. Qu'on soit homosexuel, qu'on soit libertin, qu'on soit sadomaso, etc. À partir du moment où c'est entre adultes consentants, c'est open bar, faites-vous plaisir. Le monsieur, juge pour enfants, n'a rien trouvé de mieux que prendre sa fille de 12 ans et la planter sur les sites de libertins. Là par contre, je suis plus d'accord. Et je pense que grand nombre de parents, ceux qui me suivent là maintenant en vidéo, comprennent qu'il y a un problème. On ne prend pas sa fille de 12 ans pour la balancer sur des sites libertins pour qu'elle ait des relations sexuelles avec des hommes. Non, 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 ça se fait pas ça. Ce monsieur a été piqué par la justice, parce que je crois qu'il y a un procureur qui passait par là sur le site. Il a remarqué ça.
Il s'est retrouvé devant la justice. Est-ce qu'on lui a le retiré de ses fonctions? Non, non, on l'a muté. Il continue à être juge des enfants, le mec. Et c'est lui qui va vous dire, vous pointez du doigt en vous disant vous êtes des mauvais parents. Mais enculé, excusez-moi du terme, hein, j'ai plus envie d'être poli, là. En principe, j'ai une bonne éducation, mais là j'ai plus envie de l'être. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe en France? Le mec, il est pédophile, il balance sa fille sur des sites libertins, et on lui enlève pas son droit d'exercer sa profession, juge des enfants. Ce mec-là, il a été muté. Je suis même pas sûr qu'on lui ait enlevé son droit parental. Il a été muté et je suis même pas sûr que l'enfant ait été déployé, mis en sécurité dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Je pense qu'ils ont toujours la garde de leur enfant. Ça n'a pas été dit dans les journaux, mais j'en suis persuadé. Mais qu'est-ce que c'est ce pays? Qu'est-ce que c'est ce pays? Il y a un grand nombre de parents pédophiles ou malveillants, maltraitants, à qui on remet la garde des enfants, alors que l'autre parent, père ou mère, a dénoncé la chose en disant attention, il se passe quelque chose sur mon enfant pour protéger mon enfant. Ben, c'est le père bienveillant ou la mère bienveillante qui va être écarté, mis de côté, et on va donner la garde à l'enfant aux parents maltraitants ou pédophiles. C'est extraordinaire, moi je trouve. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. On s'intéresse à notre pouvoir d'achat, on s'intéresse à notre retraite. Je vous invite tous à vous intéresser à nos enfants. Même si vous n'en avez pas, vous êtes peut-être susceptibles d'en avoir un jour. Peut-être que les vôtres sont grands, mais peut-être que vous aurez des petits-enfants un jour. Ou peut-être que dans votre famille, il y a des enfants. On est tous concernés par cette cause. Et je pense qu'elle est bien plus importante que notre retraite, notre pouvoir d'achat, parce que quand on sera vieux, qui c'est qui va cotiser notre retraite? Si on peut encore la toucher, c'est nos enfants. Donc vous pouvez manifester dans les rues pour vos retraites. Si nos enfants ne cotisent pas, s'ils sont violés, s'ils sont abusés sexuellement ou si on les tue dans nos foyers, parce que les foyers de l'aide sociale à l'enfance, je ne sais pas si vous avez vu à la télé, c'est la drogue, c'est la prostitution, c'est la maltraitance physique et psychologique, c'est du suicide. Les parents, on les pousse au suicide aussi parce qu'on leur fout une telle pression qu'ils n'en peuvent plus. Ils se sentent impuissants parce qu'ils peuvent plus se battre pour leurs enfants. Ils sont malmenés, ils sont harcelés par cette pseudo-protection de l'enfance. Et ces gens-là sont des meurtriers. C'est du crime contre l'humanité. C'est de la traite d'enfants qu'on fait. C'est criminel. Et l'aide sociale à l'enfance met dans les foyers où les parents sont bien traitants. On prend les enfants pour les foutre dans les foyers où ils vont souffrir. Je vous invite aussi à regarder, 70% des SDF entre 18 et 25 ans proviennent de l'aide sociale à l'enfance. Ils viennent des foyers de l'aide sociale à l'enfance. La plupart des terroristes, je ne dis pas tous, c'est pas l'islam qui crée le terrorisme. La plupart des terroristes, comme celui de l'année dernière ou il y a 2 ans en arrière, sur Strasbourg, qui a tué au couteau ou au pistolet 3-4 bonhommes, il provenait de l'aide sociale à l'enfance. Je crois que le dernier qu'on a vu, le boucher, le gars de 18 ans qui a tué devant l'ancien local de Charlie Hebdo, je crois que lui aussi venait de l'aide sociale à l'enfance. C'est pas l'islam qui crée les terroristes, c'est notre société à nous. C'est l'aide sociale à l'enfance, c'est la protection de l'enfance avec l'aide des magistrats, avec la complicité des magistrats. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Je vous l'ai dit, il n'y a pas pire crime que le mal qu'on puisse faire à un enfant. Et il n'y a pas plus belle cause que la cause de l'enfance. Il n'y a pas plus belle et plus noble cause que la cause de l'enfance. Je vous invite tous à ce qu'on protège nos enfants. Moi, tous les enfants de la planète sont mes enfants. Et quand je vois un enfant souffrir, ça m'empêche de dormir. Je me demande comment vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Quand ne serait-ce je vois un enfant bien frais à la télé avec la peau sur les os ou sur internet, Dieu sait qu'on en voit souvent, je me demande comment on peut laisser faire ça. Comment des riches industriels, comment des mecs comme Monsieur Arnault, qui est assis sur je ne sais combien de milliards, ou le patron d'Amazon qui vient de faire 220 milliards en quelques temps, 220 milliards, comment ce mec-là, il peut penser qu'il va les dépenser, il lui faudra plusieurs vies pour dépenser ça, et sans toucher à son capital, parce que rien que les intérêts que rapportent les 220 milliards, il a de quoi nourrir peut-être toute la France. Comment ce mec-là, il peut accepter qu'il y ait des enfants qui meurent de faim, qui meurent de... Alors on va nous dire, oui, il y a les vaccins pour l'Afrique. Donnez-leur simplement de l'eau potable et de la nourriture. Il n'y a plus besoin de les vacciner. Hein. Ça suffit. Il n'y a plus besoin de les vacciner. L'eau potable et une nourriture, ils sont en bonne santé, ils n'ont plus besoin. Parce que l'OMS l'avait signalé. Ils avaient mis un code sur ça. La plus grosse... la cause la plus importante de la propagation d'une maladie, c'est l'extrême pauvreté. C'est uniquement ça. C'est l'extrême pauvreté. Et ils avaient mis un code G10 ou un truc comme ça, je m'en souviens plus. Mais c'est dans les rapports de l'OMS. Il y a un moment, il faut qu'on se réveille, les amis. On ne peut pas laisser faire ça, c'est pas possible. Alors je vous dis pas de descendre dans les rues parce que
Les manifestations au XXIe siècle, on a vu ce que ça donnait, ça sert à rien. Mais on doit faire en sorte de montrer à ces gens-là qu'ils sont plus en sécurité, qu'ils ont intérêt de faire leur boulot. Je ne dis pas d'aller leur défoncer la gueule ou d'aller défoncer leur bureau, ce serait une incitation à la haine. Et ça, j'en veux pas, je suis contre la violence. Mais leur montrer qu'on est là et qu'on veille au grain. Et que s'ils font partie des SS, des services sociaux, ben, ils dépendent de nous, parce que c'est nous qui payons leur salaire. Et mais pareil pour les magistrats. Hein, s'ils gagnent aujourd'hui des 5000 balles par mois et plus, c'est grâce à nous. Donc il va falloir que le peuple se réveille, qu'il leur incite à faire leur boulot correctement. Et là aussi, j'en appelle aux droits de l'homme. Parce qu'on doit faire valoir et faire respecter nos droits de l'homme et leur mettre dans la gueule les droits de l'homme. Il va falloir que ces gens-là, ils fassent leur boulot correctement. Alors, on n'a pas demandé l'Europe, nous on était contre. Mais en revanche, ils ont créé l'Europe, ils ont créé le CEDH, le Tribunal européen des droits de l'homme. Et il existe les conventions européennes des droits de l'homme et les conventions européennes des droits de l'enfant. Il va falloir qu'ils se penchent dessus. Et il va falloir qu'ils les bouffent. Il va falloir qu'on leur fasse bouffer sérieusement, quoi. Il va falloir qu'on leur envoie dans leur bureau et qu'on leur signale qu'ils ont un boulot à faire. Et que leur boulot, c'est pas de faire du pognon, de créer un business de l'enfant, une traite de l'enfant, un trafic d'enfants. Leur boulot, c'est de protéger nos enfants. On les embauche pour ça et on compte sur eux pour ça. Et il va falloir qu'ils fassent correctement leur boulot. Parce que moi, là, franchement, j'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis extrêmement fatigué parce que ça fait des années que je me bats contre eux. Et seul, je vais avoir du mal à les faire tomber. Mais aujourd'hui, j'en suis à déposer plainte contre la justice française. Et je compte sur Monsieur sur Éric Dupond-Moretti, qui est la bête noire. C'est le cauchemar de tous les magistrats. Les magistrats, ils l'aiment pas, ce mec. Hein. Et il leur en fait subir. Hein. Il a mis à l'école des magistrats un avocat. J'adore ce mec. Et alors oui, on peut me dire du mal de lui, bien évidemment. Dupond-Moretti, il a défendu l'indéfendable, il a défendu les pédophiles, il a défendu des terroristes. Il a défendu l'indéfendable et c'est ce qui fait sa gloire, c'est ce qui fait qu'il est un super avocat. Parce qu'en France, les droits de l'homme le disent, hein, n'importe qui a le droit à une défense, la justice soit équitable pour tout le monde, et même si un pédophile passe au tribunal, c'est malheureux. Mais lui aussi, il a le droit à un avocat, et il faut quelqu'un qui se dévoue pour être avocat de l'indéfendable. Moi je suis sûr que j'aurais pas pu être avocat à cause de ça, parce que un mec qui fait du mal à un enfant, j'aurais dit au juge pendez-le, même si la peine de mort n'existe plus. J'aurais pas pu protéger un mec comme ça. Il faut, je pense, avoir une sacrée paire de couilles pour se lever et dire moi je suis l'avocat de ce mec là, de cette ordure. C'est juste pas possible. Et Dupond-Moretti, on l'a appelé acquistator parce qu'il a dépassé les 120 acquittements. C'est pas de sa faute, hein. C'est juste que c'est un super avocat qui a profité de toutes les failles de la justice. Lui, il les a compris. Et ben oui, il a réussi à acquitter de grand nombre de terroristes et de criminels et de pédocriminels. Mais c'est pas de sa faute, c'est juste parce qu'il a super bien fait son métier. Et il faut pas lui en vouloir pour ça. Même s'il a défendu l'indéfendable, je le répète. C'est malheureux qu'on n'ait pas des gens comme ça pour nous défendre contre l'aide sociale à l'enfance, contre la protection de l'enfance. Il faut savoir aussi un truc, c'est que normalement la justice elle doit être accessible à tous. Tant que vous avez du pognon, vous ne vous posez même pas la question. Quand vous tombez à l'aide juridictionnelle, ça change tout. L'avocat, il va vous regarder votre dossier, il va vous dire, vous voyez votre dossier là, ben, c'est un dossier à 3600 balles. Et avec le forfait de 300 balles de l'aide juridictionnelle, je ne peux pas vous défendre. Je vais faire le minimum, je suis désolé, mais je peux faire que le minimum parce que moi j'ai des frais de cabinet à payer. Il faut savoir qu'un avocat, je crois que c'est 60% de taxes qu'il reçoit sur les 3600 balles qu'il vous demande. 60% sont pour sa poche, le reste c'est pour l'État. C'est pour ses frais courants, les frais de son cabinet. Donc il ne touche pas finalement grand chose sur le nombre d'heures qu'il passe sur votre dossier. Et pour un forfait de 300 balles que lui offre l'État, avec l'aide juridictionnelle, ben vous n'avez pas le droit à une défense. Donc la justice elle n'est pas accessible en tous en France, c'est totalement faux. Et ça aussi c'est scandaleux. C'est que tout le monde n'est pas juste face à... Tout le monde n'est pas équitable. Il n'y a pas d'équité de la justice en France, ça n'existe pas. Il y a ceux qui ont de l'argent. Il y a ceux qui ont prévu de payer une assurance juridique qui permettra de couvrir tous les frais des avocats. Et puis il y a ceux qui en fait, se sont jamais souciés de ça parce qu'ils pensaient qu'ils n'allaient avoir aucun problème avec la justice, qu'ils n'avaient pas prévu, et qui vont se manger les dents parce que l'avocat, il n'est pas là pour les défendre. Il est là pour les aider, pour leur tenir la main, pour traverser la route qui est juste en face le tribunal uniquement. Donc moi je suis un adulte, il y a longtemps que je sais traverser tout seul. Et dorénavant, je vais me passer des avocats, je vais faire mes conclusions moi-même. Et je vais leur balancer des droits de l'homme, je vais leur balancer des
des jurisprudences, de la cassation. Donc maintenant, les juges d'en bas, s'ils font pas leur boulot, ben, arrivé en cassation, l'appel, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'appel, on pourrait en faire, ça coûte cher. Mais on pourrait en faire l'économie à notre pays. Parce que en appel, les juges en appel ne font que donner raison aux juges d'en bas. À la limite, ils vous donnent un petit lot de consolation, mais ça sera tout. Mais vraiment un petit lot de consolation. Mais ils font que donner raison aux juges d'en bas. Mais si vous mettez un petit peu de jurisprudence de la cassation, et si vous mettez un petit peu des droits de l'homme, et peut-être un petit peu, s'il s'agit de vos enfants, de Convention européenne des droits de l'enfant, et bien là, si les juges en bas et les appels ils font pas leur boulot, arrivés en cassation au tribunal de Paris, ils en ont plein le cul d'être saturés, parce que les juges en bas ils font pas leur boulot. Et là, ben, ils vont casser les juges d'en bas. Donc je vous invite tous à le faire. Demandez, si vous avez un avocat, demandez de le faire. Jurisprudence cassation, un petit peu des conventions européennes des droits de l'enfant, un petit peu des conventions européennes des droits de l'homme. Et là, quelque part, vous les tenez un peu par les couilles, vos magistrats. Parce que s'ils font pas leur boulot, ils risquent des sanctions. Et puis après, ben, vous accéderez au CEDH si ça n'a pas marché en cassation. Il faut vous rappeler un truc, c'est que la cassation, elle ne vérifie pas votre histoire comme on appelle. Parce qu'on appelle déjà, ils dorment, hein, ils servent à rien. Elle ne vérifie pas votre histoire. La cassation, elle sert à vérifier si le juge a fait son travail, s'il a appliqué le droit et les lois. Donc s'il y a un petit peu de cassation, un petit peu de jurisprudence et un petit peu des droits de l'homme, ils sont baisés. Et puis après, ben, il y a le CEDH. Et là, le CEDH, ben, c'est autrement. Et dans ces cas-là, on peut sanctionner même le gouvernement français. Mais de notre côté, le gouvernement français, il s'en fout. Parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont verbalisés pour les placements abusifs d'enfants. Mais ils payent le PV, mais ils continuent, le business il est tellement juteux. C'est comme si moi j'ai gagné 10 000 balles par mois, que je me garde devant mon magasin, et que le flic il va me donner un PV à 15 balles tous les jours. Je m'en fous, ça fait un parking à 450 balles à l'année, ma voiture elle est garée devant mon salon de coiffure. Je m'en bats les couilles qui me verbalise, je gagne 10 000 balles par mois. Maintenant, moi je gagne plus que 1000 balles par mois, je gagne plus ma vie parce que avec les problèmes de justice, je me suis un peu cassé la gueule. Je gagne plus que 1000 balles par mois, un PV à 15 euros, il me fait mal au cul. La France c'est pareil, ils font un juste business avec la protection de l'enfance en plaçant nos enfants, en faisant un business avec nos enfants, et la verbalisation que leur fait l'Europe, ils s'assoient dessus, ils payent le PV, ils se marrent bien, merci, tenez, cadeau, le pourboire avec. Non, aujourd'hui on n'a plus de justice en France, et on se doit de se lever pour ça, on se doit de répandre le problème, que tout le monde le sache. Et on se doit de se lever pour nos enfants et pour les protéger. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus protégés et la police, ils s'en foutent complètement. Nos enfants sont des citoyens. Mais la police, ils écoutent les magistrats, c'est tout. Ils vont pas aller faire des tours dans les foyers pour voir ce qui s'y passe. Ils protègent pas nos enfants, les flics. Hein. Les flics aujourd'hui sont devenus des marionnettes, les pauvres. Et c'est des pauvres gars comme nous, hein. Ce sont des citoyens avant tout, ils ont un salaire de merde, ils en chient. On leur crache à la gueule, mais ils sont payés pour qu'on leur crache à la gueule, c'est tout. Mais aujourd'hui, ils sont menottés, ils ont plus de moyens. Si, maintenant, ils ont reçu un budget de 325 millions d'euros pour s'équiper, pour aller taper du gilet jaune et pour aller taper les gens qui sont pas contents, qui rentrent pas chez eux à 21h, les gens qui n'obéissent pas. 325 millions d'euros ont été attribués dernièrement par le gouvernement à la police pour qu'ils s'équipent, pour vous taper. Mais par contre, rien pour les hôpitaux. Après on dit les hôpitaux sont saturés, mais ils sont saturés pas à cause du Covid-19. Ils sont saturés à cause d'un virus beaucoup plus dangereux, notre gouvernement. Tous les gouvernements succédés, pas que le gouvernement Macron, ne croyez pas. Hein. Ça fait des années que les urgences elles sont en grève. Ça fait des années que les réa elles sont saturées. Moi les hôpitaux pédiatriques, je les ai fréquentés pendant 8 ans pour mon fils. J'ai toujours vu les urgences pédiatriques saturées. Et quelle que soit la période de l'année, il y a des moments plus calmes où je me dis tiens, il n'y a personne aujourd'hui, c'est cool. Non, ça arrive ce soir, vous inquiétez pas. Ils ont toujours été saturés. Et les urgences adultes, c'est pareil. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais à Marseille et j'ai toujours vu les urgences des quartiers nord de Marseille, de l'hôpital Nord ou de la Timone, qui étaient à bloc saturés. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pas à cause du Covid-19. Alors ceux qui prétendent être soignants, moi j'ai des témoignages de soignants qui me disent vous avez raison de témoigner comme ça monsieur, c'est vrai, les hôpitaux il y a longtemps qu'ils sont saturés, la réelle il y a longtemps qu'elle est saturée. Ceux qui prétendent être soignants et qui disent le contraire, vous n'êtes pas soignants, vous avez juste des audios, des spectateurs de BFM et vous vous faites que resservir le pré-mâché que vous vomit BFM et LCI, c'est tout, mais vous n'êtes pas des soignants, c'est pas vrai. La réa vous la connaissez pas et les urgences vous les connaissez pas.
Ça a toujours été saturé et on continue à enlever des lits et on attribue 325 millions d'euros alors qu'il n'y a plus d'argent à la police pour vous taper dessus. Et une fois qu'on aura cassé du gilet jaune et des gens qui ne veulent pas confiner parce que les droits de l'homme les autorisent à sortir, on n'a pas le droit de faire barrage à votre liberté. Et les droits de l'homme ont encore une fois condamné la France pour non seulement pour le confinement qu'on a vécu en avril, mais aussi pour ce confinement nocturne dit couvre-feu. Qu'il risque de renforcer à l'heure de 19h, c'est-à-dire qu'on veut baiser et tuer les restaurants. Les restaurants n'auront plus le droit de faire des repas du soir. Les kebabs vont fermer aussi. Ils sont en train de tuer nos petits commerçants, nos artisans, ils sont en train de tuer tout le monde. On va avoir une nouvelle vague de misère, non pas de Covid-19, mais de misère. L'histoire est grave là, les enfants. Vous avez peur d'un virus. Le virus, il n'est pas où vous l'attendez, et c'est pas le Covid-19. C'est inutile de porter des masques parce que ça ne vous protégera pas du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui est un danger aujourd'hui. Nous sommes en dictature. Je vous l'annonce, si vous ne le savez pas encore, si vous n'en êtes pas rendu compte, nous sommes en dictature. Et quand un pays ne peut plus prendre soin de ses anciens, de nos retraités, parce que dans les EHPAD, c'est des mouroirs, et on leur donne du Rivotril. Du Rivotril, c'est une drogue qui normalement a un protocole antidouleur. C'est une drogue que vous ne pouvez avoir en pharmacie que sous une ordonnance sécurisée. Il y a des drogués qui braquent les pharmacies pour avoir ça. Et aujourd'hui, on s'en sert pour euthanasier nos personnes âgées dans les maisons de retraite. C'est comme ça qu'on les soigne. Est-ce que ça serait pas mieux de leur donner un petit peu de chloroquine quand ils commencent à déclencher certains symptômes pour leur sauver la vie, plutôt que de leur donner du Rivotril pour les tuer, parce qu'il s'agit bien d'une euthanasie. Il y a un moment où il va falloir qu'on se penche sur les dossiers médicaux, qu'on arrête de boire et de manger le vomi que nous sert BFM, le prédigéré que nous sert BFM. Il y a un moment où il va falloir qu'on sorte de la télévision et qu'on vérifie l'information là où les sources sont bonnes. Les publications du site de l'IHU de Marseille, par exemple. L'OMS, j'y crois moyennement, parce que le directeur de l'OMS, si vous ne le savez pas, le directeur de l'OMS n'est ni plus ni moins qu'un docteur éthiopien qui était ministre de la Santé en Éthiopie, et qui est responsable d'un génocide. Il est responsable de plus de 2 millions de morts en Éthiopie. C'est un criminel de guerre, ce mec, et on l'a nommé directeur de l'OMS. Le principal financier de l'OMS, c'est ni plus ni moins que l'homme qui veut vacciner la planète entière. Il s'appelle Bill Gates. Lui, il a cru que l'être humain, il fonctionnait comme un ordinateur. Il a créé Microsoft. À côté, il a créé des antivirus pour l'ordinateur. Il veut faire la même chose avec l'être humain. Tiens, je vais créer un antivirus, je vais vacciner la planète entière. Parce que c'est la polio qui avait disparu de la planète Terre, non pas à cause des vaccins, mais à cause de notre hygiène de vie, l'assainissement des eaux et de notre hygiène de vie. Je vous rappelle que la polio se transmettait par les matières fécales. Et qu'à une époque, s'il y a eu une épidémie de polio, c'est parce qu'au milieu des routes, il y avait une rigole et qu'il n'y avait pas de toilettes. Il y avait des pots de chambre, des tinettes, on appelait ça à l'époque. Et nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, faisaient leurs besoins dans la chambre, dans le pot de chambre. Et au petit matin, au moment de faire le ménage, ils vidaient leur pot de chambre dans la rigole au milieu de la route. Et on a eu une épidémie de polio. Depuis l'assainissement des eaux et depuis notre hygiène de vie, la polio elle a disparu. Et une fois qu'elle a disparu, qu'elle était au plancher, on a créé le vaccin, on l'a mis sur le marché. Donc le vaccin ne peut pas être responsable de l'éradication de la polio. Par contre, si la polio réapparaît en Inde et en Afrique, c'est bien à cause des vaccins. Et ça, il y a de nombreux professeurs en médecine qui le disent. Et je crois que le professeur Raoult en a parlé à la télé aussi. La polio qui revient sur notre planète, alors qu'elle avait disparu, est d'origine vaccinale. La rougeole. Quand vous vaccinez votre enfant contre la rougeole, votre médecin ne le dit pas, mais dans la notice, c'est écrit. La rougeole, on vous injecte un virus actif. Et donc, votre enfant, une fois qu'il est vacciné, il est contagieux pendant 1 semaine à 15 jours. On devrait le laisser en quarantaine à la maison. Mais vous le remettez à l'école. Et après, on se dit, merde, il y a une nouvelle vague de rougeole. C'est pas normal. On est tous vaccinés. C'est pas normal. Si, c'est normal. C'est le vaccin qui donne la rougeole. Arrêtons de déconner. Renseignez-vous. Allez sur des sites intéressants. Je vous dis pas d'aller sur les sites Big Pharma parce qu'ils vont vous dire que les vaccins, c'est de l'eau bénite. Et c'est loin d'être de l'eau bénite. Et ceux qui promettent que les vaccins ont une totale innocuité, c'est des gens qui sont payés par Big Pharma. En aucun cas, ce sont des vrais médecins, en aucun cas, ce sont des vrais scientifiques. Et ils ont un intérêt financier derrière tout ça. Je vous invite à vérifier tout ce que je vous dis. Comme je vous l'ai dit, pour les vaccins, allez sur initiative.be, initiativecitoyenne.be. Si vous ne marquez pas .be, Google il vous amène plus dessus parce que le site a été censuré. Par contre, si vous tapez initiative.be, vous aurez l'adresse directe du site, vous allez accéder au site. J'invite à y aller. La cofondatrice s'appelle Sophie Meuleman, c'est une femme extraordinaire. C'est la cofondatrice de cette association, de ce